Bonjour, me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur l'Union européenne en méchant fasciste, souverainiste, nationaliste, égoïste, communiste, illibéral que je suis. Ou alors simplement en gauchiste préoccupé par les droits sociaux et leurs extensions. Sans même compter ce petit côté écolo que vous percevez peut-être parfois derrière mes réflexions antiproductivistes, mais laissons tous ces mots en iste pour plus tard. Ceci est la première de 2 vidéos consacrées à l'Europe sociale version 2017. J'ai pensé au début n'en faire qu'une, mais c'est pratiquement impossible à moins d'hyper simplifier et ça devenait trop abstrait. Donc, 2 vidéos. Dans la première, je vous présenterai les ambitions de la Commission, qui a été chargée de préparer le sommet social avec un document préparatoire de la Commission et le socle social écrit par les services de notre ami le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Enfin, l'ancien président, puisqu'il a été remplacé entre-temps par Ursula von der Leyen. Ils ont l'air gentils comme ça, mais ne vous y fiez pas trop, hein. Ce sont de douceâtres démocrates chrétiens très attachés à une forme de libéralisme assez autoritaire. La deuxième vidéo présentera le sommet social de Göteborg, grand-messe ratée d'une union qui se voudrait généreuse. Enfin, qui prétend l'être. La première vidéo, celle-ci donc, est moins légère, donc vous pouvez commencer par la deuxième qui quelque part pourrait, par effet inverse, vous aider à écouter la première, plus lourde. J'aimerais pouvoir me passer de la première, mais ce serait faire l'impasse sur l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est souvent ce qu'on essaye de moins montrer. Je ne dis pas de cacher, mais de poser derrière de jolis faits sur fond bleu et jaune. Revenons un peu en arrière. En janvier 2017, le Parlement européen semble tout à coup redécouvrir les articles 151 à 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et invite la Commission à tirer parti de la révision des acquis sociaux et des politiques sociales et de l'emploi de l'Union européenne, ainsi que des résultats de la consultation publique de 2016, en formulant des propositions pour un socle européen des droits sociaux solides, qui ne se limite pas à une déclaration de principe ou de bonnes intentions, mais renforce les droits sociaux au moyen d'outils concrets et spécifiques. Législation, mécanismes d'élaboration des politiques et instruments financiers, de façon à avoir une incidence positive sur la vie des personnes à court et moyen terme et à soutenir la construction européenne au XXIe siècle en faisant respecter de manière efficace les objectifs sociaux des traités. Respirez, faites un break, relisez si nécessaire. Voilà, c'est fait. Ah, mais tu vois qu'il sert à quelque chose le Parlement européen, il veut qu'on fasse du social à l'échelle de l'Union. Oui, tu vas voir s'il sert à quelque chose le Parlement européen. Quelques mois plus tard, à Göteborg, un grand sommet social est organisé par la Commission européenne, réunissant outre les chefs d'État des représentants de la société civile, des syndicats patronaux, des travailleurs, etc. Il était temps de faire un peu de social, les copains. La crise avait frappé fort sur les peuples européens et en 2016, le taux d'emploi venait tout juste de retrouver son niveau de 2008. 8 ans de galère pour beaucoup de monde, 8 ans de mépris contre les États Club Med, dont la Grèce, l'Italie, l'Espagne notamment. 8 ans que l'Union européenne ne trouvait pas de solution pour barrer la route aux fascistes et aux nationalistes et aux ennemis de la liberté et de l'euro. Des élections qui consacraient les unes après les autres les victoires des populistes. Le mouvement 5 étoiles et Podemos frappent à la porte. Mais ce sont aussi les partis xénophobes, les mouvements conservateurs durs de Pologne ou de Hongrie qui continuent de monter au détriment des partis traditionnels europhiles. L'Union européenne est donc un rempart contre l'extrême droite, pas vrai ? Bon, s'est dit Jean-Claude, il est temps de mettre un peu de social dans tout cela, ou au moins de faire semblant. La Commission européenne va donc sortir 2 documents. Le deuxième texte, que j'évoquerai juste après, vient directement des services de Juncker, le président de la Commission. On y trouve rédigés les 20 principes du socle européen des droits sociaux. Le premier est signé par Valdis Dombrovskis, le commissaire letton, et Myriam Thyssen, la commissaire belge, lui chargée de la stabilité financière et elle aux affaires sociales. Le texte des 2 commissaires fait l'éloge de l'Union européenne comme si c'était elle qui était responsable des niveaux sociaux élevés qu'on y trouve. Il rappelle que notre Union continent est le lieu où la qualité de la vie est la plus élevée dans le monde, mais ne touche pas un mot sur le fait que cette qualité baisse curieusement depuis, 2 ou 3 décennies. Ils reconnaissent que les systèmes sociaux qui existent dans l'Union européenne contribuent à réduire les inégalités de revenus. Aujourd'hui, l'Europe abrite les sociétés les plus égalitaires au monde, bien que des disparités considérables subsistent. Mais les 2 commissaires lutte complètement que l'Union européenne n'est absolument pas responsable de la construction des systèmes sociaux, puisqu'ils existaient avant elle et que depuis qu'elle existe, elle a fortement contribué à les démanteler en Europe occidentale. Depuis que les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne, le projet de convergence est resté ras du sol. Les différences de niveau social entre le Luxembourg, le Danemark ou la Belgique, par exemple, et la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie sont et restent énormes.
Les commissaires appellent cela, je vous le jure, toute une palette de traditions, d'expériences et de situations différentes. C'est sur cette base, et sur rien d'autre évidemment, selon eux, que l'éducation et la santé, les schémas d'emploi, les salaires, les revenus et les systèmes de protection sociale présentent encore des différences considérables. Les deux commissaires ne font pas le lien avec le fait que les États de l'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne dans une situation de délitement des administrations de services après la libéralisation de ces pays. Alors, camarades commissaires, sur base de quoi allons-nous converger? Plutôt les critères luxembourgeois, qui sont les plus élevés de l'Union européenne, ou plutôt ceux de la Bulgarie, la gauche? En tout cas, on peut se poser la question de la réalité de la convergence, puisque les commissaires eux-mêmes reconnaissent que l'écart entre le Portugal et l'Allemagne, par exemple, s'est élargi. Notez que sur ce tableau, je ne vous propose que le niveau des salaires minimums, qui évoluent certes, mais qui ne sont pas révélateurs des autres critères sociaux, comme la durée de travail hebdomadaire, les congés payés ou l'accès aux soins. Tous ces critères montrent des convergences négatives, enfin des divergences quoi. La constante préoccupation affichée des deux commissaires, comme celle de Juncker plus tard, ne sera pas la qualité de vie, la sécurité sociale ou les conditions concrètes d'aide aux démunis, mais le taux d'emploi. Le taux d'emploi en général, celui des jeunes et des seniors, celui des femmes et des étrangers. Il faut mettre plus de gens au travail. Et pour ce faire, il faut encourager l'accès au travail de plus de gens. Dans une situation où la quantité d'emploi ne grandit plus, autrement dit, il y a moins de travail pour plus de travailleurs. Conséquence, une plus grande concurrence entre les travailleurs et donc une dégradation des conditions de travail. Plus de CDD, plus de facilité de licenciement, donc plus de précarité, moins de possibilités de faire des projets ou d'acheter une maison, par exemple. Mais à quoi pense-t-il? À un marché qui va s'alimenter tout seul en consommateurs? Tout indique qu'ils n'en ont tout simplement rien à faire, puisqu'ils n'imaginent rien qui puisse améliorer les choses. Pas de diminution du temps de travail qui permettrait de distribuer l'emploi à plus de gens. Pas de protection de la production primaire et secondaire qui permettrait d'éviter la fermeture des usines ou des exploitations agricoles. Pas de promotion des produits de qualité qui permettrait d'encourager plus d'emplois qualifiés et moins de déchets. Pas de taxes sur les transactions financières ni sur la robotisation qui permettrait de redistribuer les fruits des gains de productivité, par exemple. Bref, aucune perspective sociale en réalité, et comme on va le voir, cela se confirme dans les propositions de la Commission. Tout d'abord par le fait qu'il y a une véritable confusion entretenue par la Commission et que l'on retrouvera au sommet de Göteborg, entre sociétal et social. Quoi, c'est pas la même chose? Non, social et sociétal, ce n'est pas la même chose. Quand on parle du droit à la sécurité, de la lutte contre la haine, le racisme, des droits civils, des minorités ou de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, on parle de luttes tout à fait légitimes, mais ce ne sont pas des luttes sociales, ce sont des combats sociétaux. Et n'allez pas imaginer un instant qu'ils me paraissent secondaires. Quand on parle des conditions de travail, du revenu minimum, de la sécurité de l'emploi, des allocations de chômage, de l'accès aux soins et à l'instruction, là, on parle de questions sociales. Et d'un sommet social, personnellement, j'attends qu'on traite de social. Donc la prochaine fois qu'on vous parle de régler une question sociétale, dites-vous bien qu'il ne s'agit pas d'une question de gauche, il s'agit plus d'une question d'ordre moral. Faut-il légiférer sur l'euthanasie et l'avortement? Faut-il combattre la discrimination en favorisant l'accès à l'emploi des femmes et des personnes d'origine étrangère? Comment doit-on traiter les questions religieuses? Doit-on étendre l'accès aux droits politiques aux plus jeunes, aux résidents non nationaux? Et puis encore, faut-il plus de police et plus de juges, etc., etc. Tout cela, c'est du sociétal. Et je le répète, ce sont des questions légitimes. Mais en l'occurrence, sur nombre de ces questions, il y a de fortes chances qu'un gauchiste se trouve dans le même camp que certains libéraux et même que certains démocrates chrétiens. Parmi les autres hypocrisies qui apparaissent dans le cadre du sommet social ou du socle social, il y a l'égalité des chances. Répétée et répétée à l'envi. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'en sont pas encore convaincus, je vous renvoie dans les vidéos précédentes pour découvrir combien l'égalité des chances est une fumisterie libérale. Et je ne suis pas original dans cette idée. Regardez et écoutez le camarade Lepage qui vous l'explique avec son sens acerbe de l'ironie. Bref, comment faire du social selon Dombrovskis et Thyssen alors? Voici quelques pistes et je vous jure que ce sont les pistes proposées dans le texte de Dombrovskis et Thyssen, donc la Commission européenne de 2017. Allègement de la fiscalité du travail en vue de réduire le coût de recrutement et de faciliter la création d'emplois. Autrement dit, réduction des recettes de la sécurité sociale, ce qui conduit à réduire encore plus les dépenses sociales, sans compter l'assouplissement des conditions des licenciements. Ceci revient à reconnaître très clairement le principe du dumping social et fiscal.
Les États, pour être concurrentiels, doivent attirer les investisseurs et donc réduire leurs impôts. Bref, moi j'appelle ça une mesure antisociale. Modernisation des systèmes de retraite grâce à un meilleur alignement de l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Et donc, puisque les personnes âgées vont rester sur le marché du travail plus longtemps, accroissement de la mise en concurrence des personnes âgées, des jeunes, sans compter le problème du fait qu'un pensionné de moins ne signifie pas un emploi de plus, évidemment, sur un marché du travail en contraction. Et on ne parle même pas du fait qu'une personne qu'on laisse plus longtemps au travail vivra sans doute moins longtemps. Est-ce le but ? Bref, moi j'appelle ça une mesure antisociale. Modernisation des systèmes d'enseignement et d'apprentissage tout au long de la vie pour leur permettre de mieux répondre aux besoins du marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'une fausse idée selon laquelle une population ultra instruite dans un monde en méga concurrence sera mieux préparée, alors que dans le même temps les populations concurrentes s'acharneront à faire pareil. Ce n'est au total qu'une course en avant qui alimente une escalade de concurrence et sûrement pas une question sociale. Petite parenthèse très rapide sur le sujet de la formation tout au long de la vie. L'expression « formation tout au long de la vie » est née au cours des années 1990 dans les textes de l'Union européenne et deviendra un pilier de ces textes consacrés à la politique de l'emploi. Ce processus vise à obliger les travailleuses et les travailleurs à être en perpétuelle formation, notion qui promeut une stratégie de dévalorisation permanente de la qualification professionnelle, transformant hommes et femmes en inadaptés perpétuels, dont la formation existante est aussitôt dévaluée. Bref, moi j'appelle ça une mesure antisociale. Quatrième mesure, maintien d'un lien entre les salaires et la productivité afin de soutenir la compétitivité et la création d'emplois sur la durée. Autrement dit, accroissement des inégalités puisqu'un manutentionnaire pourra difficilement exploser ses chiffres par rapport à une informaticienne. Bref, moi j'appelle ça une mesure antisociale. Sans compter que rien ne montre que la productivité et les salaires soient liés dans l'Union européenne. Une enquête de Frédéric Luto tend à montrer exactement le contraire. Et voici un petit graphique qui vous le montre. Entre les années 50 et 80, la productivité augmente en parallèle avec les salaires et les avantages. Puis avec les années 80, le partage des gains de productivité s'est arrêté. Le capital a tout pris. Et comme vous pouvez le constater, l'Union européenne de Maastricht, à partir de 1992, n'a pas amélioré grand-chose pour les salariés. Bon, on arrive au bout. C'est long, mais c'est malheureusement nécessaire. À la fin du document, les commissaires présentent ce qu'ils voient comme les 3 possibilités de politique sociale de l'Union européenne. La première, la politique sociale est réservée aux États, ce qui signifie une législation différente par État, un repli national possible qui réduirait les échanges, mais aussi une course vers le bas qui mettrait tout le marché unique en péril. Horreur totale, même pour les commissaires, puisqu'ils cherchent précisément à sauver le marché unique. Ce premier schéma hyper concurrentiel peut être qualifié de néolibéral, puisqu'il laisse chacun des acteurs face à ses responsabilités et à la concurrence des autres. Pour tout vous dire, ce serait le rêve de personnes comme Viktor Orban ou Matteo Salvini. Deuxième possibilité, les États qui veulent plus de social le font par groupe. Autrement dit, on aurait une Europe à plusieurs vitesses avec des États qui s'assembleraient pour aller plus ou moins vite dans le droit social. Les commissaires s'inquiètent cependant car cela créerait des régions divergentes dans l'ensemble de l'Union. On aurait sans doute un groupe autour des anciens pays de l'Est, un groupe de pays scandinaves, un groupe de pays méditerranéens avec la France, et un centre plus germanique avec les Pays-Bas et l'Autriche, peut-être la Belgique, sûrement l'Allemagne. Mais cette situation irait sûrement à l'encontre de l'article 326 du TFUE. Les coopérations renforcées ne peuvent porter atteinte au marché intérieur. Elles ne peuvent constituer ni une entrave, ni une discrimination aux échanges entre les États membres, ni provoquer de distorsion de concurrence entre ceux-ci. Et donc, je ne comprends pas bien pourquoi les commissaires l'envisagent. Sinon, pour effrayer leurs rares lecteurs, et peut-être pour prétendre présenter 3 options. Enfin, la solution qui, je crois, a l'approbation de la Commission, les 27 approfondissent ensemble la dimension sociale de l'Europe. Le seul inconvénient reconnu par les commissaires, c'est que cela réduirait encore la démocratie dans l'Union européenne puisque les décisions seraient prises par un sommet qui prendrait l'initiative pour tout le monde. Mais qui a besoin de démocratie si on a le marché Et voici ce qu'en disent les commissaires. Les citoyens bénéficieraient d'une plus grande égalité en matière de droits sociaux dans tous les États membres, ce qui renforcerait leur identification au projet européen et leur soutien en faveur de celui-ci. Et encore, le marché unique fonctionnerait de manière plus harmonieuse, les marchés du travail européens seraient davantage intégrés, et la crainte de dumping social diminuerait. Sans compter que l'euro en sortirait renforcé selon eux. Au fond, le seul inconvénient, ce serait la perte de la démocratie.
Mais donc tout ça pour ça, la Commission sort ensuite, sur base des demandes du Parlement européen, les 20 principes du socle européen des droits sociaux. Vous pouvez les trouver facilement sur le site de l'Union européenne, ec.europa.eu, en tapotant quelques mots-clés. Sinon, vous trouverez ce site en description. Ils reposent en gros sur l'égalité des chances, l'accès au marché du travail et des conditions de travail équitables. Équitable est un autre terme dont il faut se méfier parce qu'il a des implications très larges. Mais il y a plus. Lorsqu'on parle de droits sociaux dans le socle, on ne parle jamais de contraintes pour le capital, mais toujours d'encouragement. On parle d'accès à l'emploi et non de diminution de temps de travail. On parle des besoins des employeurs notamment, pour s'adapter rapidement au changement du contexte économique. Cela signifie qu'il faut qu'ils puissent licencier plus facilement, évidemment. Le social est donc soumis à l'économique. Quand on parle de travail précaire, on ne dit pas qu'il faut l'interdire, mais l'éviter. Il ne faut pas limiter les périodes de stage, mais s'assurer qu'elles sont d'une durée raisonnable. Les contraintes sont donc inexistantes. D'ailleurs, le 6e principe consacre l'autonomie des partenaires sociaux. Autrement dit, les travailleurs seront seuls face au patron et la loi ne doit plus être contraignante, donc ne plus protéger les travailleurs. Et tout est de la même sauce. On parle de justice minimale, de temps de travail raisonnable, d'un environnement sain, sûr et adapté. Tant que le bâtiment ne s'effondre pas... On évoque aussi les droits des enfants issus de milieux défavorisés qui devraient bénéficier de mesures spécifiques. Rien de concret, donc on ne sait pas si on devra ensuite s'aligner sur la Bulgarie ou sur le Luxembourg. Bon. Puis on parle toujours de manière aussi abstraite de protection sociale, de prestations de chômage, de revenus minimum, de pensions et de soins de santé, mais des termes tels que les législateurs de 1918 n'auraient trouvé rien à redire. D'ailleurs, Viktor Orban a signé le document. Les 2 derniers principes reconnaissent l'existence de la pauvreté, contre laquelle on ne peut apparemment rien du tout. On ne fournit pas un logement, mais un accès au logement. On ne garantit pas des services comme l'eau ou l'énergie, mais on les facilite. Voilà. Mais en même temps, c'est normal, non? Le libéralisme consacre l'existence de la pauvreté, tout simplement parce que le libéralisme vit du sacrifice d'une partie de la population. Et les services privatisés nous rendent à tous la vie facile, non? Le sommet social n'a donc pas une barre très haute à passer. Voilà, c'était fort technique, mais c'était essentiel, car nous le verrons dans la 2e vidéo, que le sommet social de Göteborg fut essentiellement une grand-messe destinée à nous autocongratuler. En attendant, partagez, etc.